Bonjour à tous et bienvenue sur ce trade récap, j'espère que tout le monde va très bien. On est là pour récapituler l'ensemble des positions que j'ai pris sur l'euro USD depuis jeudi dernier. L'objectif de ce trade récap n'est pas de vous donner des étoiles dans les yeux ou de vous exciter derrière votre écran avec les chiffres qui vous sont ainsi présentés. L'objectif c'est de ramener du calme, de la rationalité, de la paisibilité et du professionnalisme pour vous expliquer comment, avec mes 8 ans d'ancienneté dans la finance, je fais pour prendre des décisions sur les marchés financiers. De plus, voilà, il y a toutes ces positions ici qui sont présentes ainsi que celle-ci. À noter que j'ai pris évidemment beaucoup d'autres positions sur l'école privée. Je n'ai pas tradé que l'euro USD et que les gains qui seront affichés ici ne seront qu'uniquement entre guillemets attenants au trading que j'ai exécuté sur cette paire. Si je devais me donner une note sur 10 au niveau de l'application de mon trading que j'ai fait sur l'euro USD, mis à part les deux autres positions que je vous ai montrées juste avant, je me donnerais une note de 5,5 sur 10. Alors on est rentable mais pas tout aussi rentable que ce que je le suis d'habitude parce que les conditions économiques et surtout la condition de marché dans laquelle on était cette semaine était très particulière. Par exemple pour cette première position, à la base mon TP était tout là-haut, il aurait été atteint, mais j'ai décidé de réduire mon espérance de gain vis-à-vis justement des conditions dans lesquelles on pouvait être. Donc on a été chercher 3752 $. Pareil pour celle-ci où j'avais un plus gros risque, d'accord, avec un prix d'entrée ici et un stop loss très couvert là. Je vous expliquerai pourquoi ça paraît être une position un petit peu entre guillemets pris à la va-vite, mais elle a un très gros sens. Et celle-ci aussi par exemple on a pris un break-even à 354 $, mais on aurait pu prendre un TP. Bref, je vais rentrer dans le détail et vous expliquer pourquoi l'ensemble de mes décisions ont été plutôt conservatrices que très agressives. Pour vous expliquer l'ensemble des détails des gains que j'ai pu faire sur l'euro USD, je me dois de vous refaire une analyse de A à Z du marché concerné. Sur l'euro USD, quand vous arrivez, il faut vraiment comprendre qu'il y a une timeline très importante à définir, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que la ligne que je viens de vous tracer, c'est à peu près les années 2000. Vous le savez, l'euro est rentré en vigueur dans les années 2000 en Europe, tout simplement, avec l'union monétaire, et donc tout ce qui se passe avant ne nous intéresse quasiment pas du tout parce qu'en fait là vous avez un graphique mais c'est la moyenne de l'euro avec le Deutsche Mark, la lire italienne, etc. Donc tout ça, ça nous intéresse pas. Ça signifie que vraiment ce qui nous intéresse d'un point de vue du biais technique et réel de l'euro USD, c'est cette partie là du graphique. Donc dans un premier temps, ce que je fais toujours quand j'analyse un écran, je vais dans le détail entre guillemets, mais pas autant que j'y vais dans l'école parce que sinon la vidéo prendrait à peu près 2 heures d'analyse et c'est pas évidemment l'objectif. C'est de toujours me mettre dans la plus grosse unité de temps et de repérer le sens du marché, d'accord? Trend is your friend et c'est bien réel, vous allez le comprendre. Donc ici on aurait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Ici on nous fait un plus bas ici, un plus haut, un plus bas et ici a priori on est en train de nous faire un plus haut. Bon, ce qui est très important de comprendre, c'est que en fait techniquement parlant, ici on voit qu'on est totalement baissier parce qu'on a des hauts de plus en plus bas, d'accord, et des bas tout simplement de plus en plus bas. Donc on voit bien que l'euro USD ici depuis à peu près 2008, sans rentrer trop dans les détails fondamentaux que je connais, est particulièrement baissier par rapport au dollar. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on reprend évidemment la dernière partie du jeu sur laquelle on est, c'est-à-dire toute cette partie là, on peut très facilement commencer à inscrire d'autres détails sur nos écrans. On va donc dans un premier temps travailler la mitigation et surtout l'order flow. Ici vous le savez, on avait le plus haut, le plus bas, on voit qu'on casse un order flow juste ici. Qu'est-ce qu'on fait? On retrace. Par la suite on a exactement la même chose, c'est-à-dire que juste là, tac, on a l'order flow, on le casse juste ici, on retrace aussi ici, là on a l'order flow, on le casse et juste ici on retrace. Alors dans quoi on retrace? Évidemment des supplies, d'accord, donc ici on avait une supply ici, on retrace pas correctement, moi je sais qu'on a une supply juste là, on a une supply juste ici, on retrace à l'intérieur, on chute, ici on a une supply, on retrace à l'intérieur, on chute aussi, là c'est à peu près exactement le même topo, ok, donc on comprend bien pourquoi ici éventuellement on va s'attendre à avoir des plus bas sur l'euro USD, au moins techniquement parlant jusqu'à cette très grosse demand qu'on peut observer en 3 mois. Une chose très importante à regarder aussi, c'est que en fait on a des événements qui se sont passés pendant évidemment autant de temps, notamment des récessions. Ces récessions, d'un point de vue fondamental, elles ont un très gros impact sur la tête du prix finalement que vous allez pouvoir observer à l'instant T, notamment sur l'euro USD. Parce que ce qui fait le prix de l'euro USD aujourd'hui, c'est ce qu'il a subi surtout avant. Vous avez évidemment la crise de 2008, la crise des subprimes, là où elle n'est pas affichée, mais vous avez ce qu'on appelle la crise des dettes souveraines, notamment avec la faillite grecque pour le coup, donc on voit que l'euro USD s'est fortement dévalorisé.
Pourquoi? Parce que la BCE, pour soutenir la Grèce, elle a imprimé énormément d'argent, et quand vous augmentez l'offre de monnaie dans l'économie de manière artificielle, ça en diminue inévitablement parlant sa valeur, surtout que c'était surtout là pour solvabiliser finalement des très grosses erreurs du gestion de pays. Mais bon, je suis pas là pour rentrer dans les détails. Donc vous voyez que techniquement parlant, ici on est radicalement baissier, et donc si on continue d'entretenir le narratif qu'on avait au début, notre objectif à très long terme, ça va d'abord être de venir récupérer cette semaine là, puis pourquoi pas par la suite de venir récupérer cet order flow pour éventuellement par la suite patienter, pourquoi pas un énième retracement éventuellement pour aller chercher des plus bas. Donc si on se plonge un petit peu à l'intérieur du momentum dans lequel on va de ce fait se mettre en monthly. Ici quand on se met en monthly, on voit qu'on est toujours dans notre très belle supply, on va même se mettre en weekly, et vous avez devant vous une très belle distribution de positions qui prend place. D'après évidemment la théorie de Wyckoff, vous avez tous ces très gros niveaux de liquidité qui sont récupérés, un niveau, deux niveaux, trois niveaux, récupération de contrepartie. Vous avez tout du moins en weekly le shosh, le change of caractère, on passe d'un caractère haussier à un caractère baissier, ok, le reprice, et ensuite le marché qui commence à dévaler la pente, et nous ici on a profité de toute cette tendance là, et notre objectif est d'ailleurs ici pour évidemment prendre les trades que vous avez vus juste avant. Ce qui est particulièrement important en trading, c'est de toujours répéter la même recette de cuisine, ok? Donc ce qu'il faut d'abord repérer aussi, c'est les niveaux de liquidité. Là, vous l'avez bien compris, ce niveau de liquidité est archi fondamental. On a un très gros niveau de récupération, un high ici qui vient déclencher tous les différents ordres, qui vient quand même créer ici en weekly une énorme cassure de structure. En fait, si on retravaille les structures de manière très simpliste, hein, ici voilà, je suis pas là pour aller plus dans le détail que ce que je vais sur les écoles, parce que vous n'avez simplement pas toutes les armes pour vous défendre par rapport à ce que je vais vous dire. On va simplement faire un travail de structure. Donc ici on a un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et on nous fait un plus haut. Et ce qui se passe par la suite, c'est qu'on nous fait un plus bas, mais plus bas que l'ancien. Ça signifie qu'on passe d'un caractère haussier, juste ici, à un pseudo caractère baissier. Et ça, c'est un niveau extrêmement important à retenir, parce que de ce fait, on passe de ce niveau-ci, d'accord, à éventuellement, non pas cette interprétation-là, mais cette interprétation-là. D'accord, donc en fait on passe de haussier à baissier. Donc vu qu'on nous a fait un lower low, donc on fait un lower high, ici vous voyez tous les plus hauts sont tout simplement de plus en plus hauts. Là on nous a fait un plus bas de plus en plus bas, évidemment subordonné par la très grosse distribution qu'il y a ici. On s'attend tout simplement à ce qu'on ait un plus haut ici, et donc un plus bas juste là. On passe de haussier à tout simplement baissier. Si on revient sur la logique du dernier mouvement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le shosh en weekly se situe juste là, mais si je vais chercher du 4 heures évidemment, on a un shosh beaucoup plus précis, en fait, qui prend place juste là. Pourquoi? Parce que à l'intérieur des tendances, vous avez évidemment d'autres tendances, d'accord? Souvenez-vous, sous ce mouvement-là est haussier, mais à l'intérieur de ce mouvement-là, vous avez aussi des structures. Vous avez un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas et un plus haut. Où est le dernier plus bas qui est cassé? Il est ici. Où se situe la dernière bougie baissière? Elle se situe là. Donc le shosh intervient magnifiquement ici. Après avoir repéré finalement le shosh qui intervient juste ici, pareil, on va repérer la mitigation. Donc on voit que juste après le shosh, on a ce qu'on appelle un return to order block, un return to POA, comme vous voulez, peu importe. Ici, on a un mouvement de marché qui se déclenche de manière très importante et qui crée la cassure weekly qu'on a vu auparavant. N'oubliez pas le principe de l'order flow. À chaque fois qu'on vous casse un order flow, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, il y a toujours une obligation de correction, au minimum à 50%, ou tout du moins sur la zone des 61,8 pour éventuellement profiter du prochain mouvement qui pourra vous tomber entre les mains. En effet, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que la cassure de l'order flow intervient juste ici, donc on a impulsion, correction, et a priori ici l'impulsion qui est en train de se mettre en place. Maintenant notre objectif c'est évidemment d'aller chercher beaucoup plus de détails. Donc là on va se mettre en 4 heures pour aller chercher évidemment beaucoup plus de détails, et on observe que finalement en fait on pourrait même être très gras. On se dit voilà, en fait le marché il a réagi dans ce très gros bloc. Vous voyez ici on a plein de bougies en fait qui bougent pas beaucoup, c'est une sorte de gros bloc aussi, on appelle ça un bloc institutionnel, dans ce très gros bloc institutionnel pour finalement aller chercher des plus bas. Et en effet c'est le cas,
on vient réagir dans ce bloc institutionnel pour aller chercher des plus bas. Mais vous me connaissez, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher le détail de pourquoi ici le marché est tombé et pourquoi justement c'était intéressant de prendre position. D'ailleurs je vous mets un screen, j'avais pris une position juste ici et que j'avais partagé sur l'école évidemment. Donc on va aller chercher des détails, en 4 heures on va rentrer un petit peu plus dans le marché, on se rend compte que là en fait on avait une supply qui n'avait pas été mitigated, le marché n'était pas venu rejouer à l'intérieur et surtout on avait un gros niveau de liquidité à venir récupérer. Donc on est dans un bloc haussier, on a justement des liquidités qui sont juste en dessous d'une supply qui n'a pas été mitigated et en plus de ça, juste ici vous avez une très très belle distribution de positions, toujours entre guillemets issue des principes de Richard Emil Wyckoff. Donc j'ai pris une très très belle position ici que je vous mets directement à l'écran ou que je vous ai déjà mis. Par la suite, ici on comprend qu'on a un high protégé. Les institutions ont placé des très très grosses positions dans le principe d'order flow qu'on vient de voir juste avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont placé d'énormes niveaux de vente ici pour éventuellement aller chercher le prochain order flow comme on l'a travaillé. Donc ici, si on travaille encore une fois la technique, les plus hauts, les plus bas, on voit qu'on a un plus haut, donc dans l'impulsion baissière qu'on est en train de créer, d'accord, souvenez-vous, on a ici de ce fait l'impulsion, la correction et l'impulsion. Donc ce qui nous intéresse là maintenant, c'est qu'on sait qu'on traite dans le sens de la tendance et que la plupart des positions qu'on va réussir à venir sélectionner seront forcément beaucoup plus profitables parce que on traite finalement dans le sens du courant. Donc encore une fois ici on a un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, donc on va arriver un petit peu à toutes les positions qu'on a pu sélectionner, et donc de notre point de vue, ici, forcément, on cherche désormais à éventuellement, pourquoi pas, nous créer une correction pour aller chercher des plus bas. Mais ça, c'est pas le thème de la vidéo, sachez juste que mon objectif, comme je vous l'affiche juste ici, c'est au moins de venir récupérer ces niveaux-là. Donc si on rentre dans le détail un petit peu de ce qui s'est passé, surtout dans cette tendance, c'est là où le jeu va devenir très très intéressant. Vous le savez, on est baissier et notre objectif est ici. Je vais vous le mettre en rouge, comme ça vous savez facilement le repérer. Donc là on a cette distribution dans laquelle je rentre, que je viens de vous montrer à l'instant, et par la suite on a vraiment une très grosse entre guillemets stagnation du prix, ce qu'on pourrait appeler un range, mais attention, un range qui n'intervient pas évidemment à n'importe quel moment, parce que ici on a des gros niveaux de liquidité qui sont créés. Par la suite on a une récupération de cette liquidité qui est créée juste ici, et on a finalement un order flow qui se déclenche. Cette récupération de liquidité est loin d'être hasardeuse parce qu'elle provient d'une annonce, comme je vous le montre encore une fois ici. Donc par la suite on a évidemment une très grosse correction du prix, et ce qui est particulièrement pertinent, c'est pour ça que je vous dis que l'environnement économique dans lequel on traite en ce moment est vraiment fatigant, c'est que on a une très grosse impulsion sous une annonce, d'accord, puis par la suite on retrouve quoi? Encore une fois un très gros range. Mais là c'est la même chose, ici on nous crée un gros niveau de liquidité qu'on vient récupérer pour par la suite envoyer un order flow très important. Donc là on va pouvoir commencer à rentrer dans le détail des positions que j'ai pu sélectionner. Si on rentre dans le détail, donc ça c'était une position aussi que j'ai pu prendre, on va rentrer dans le détail à partir de ces positions là, c'est-à-dire tout ce très gros mouvement de marché. Ici, en fait, on fait la même chose que ce qu'on a fait avant, on vient encadrer la mitigation. C'est pareil, pour moi ici on a un niveau qui est protégé, parce que c'est le niveau qui est à l'initiative de la récupération de liquidité. Donc là on a un plus haut, on a un plus bas, on a un plus haut, on a un plus bas, on a un plus haut, et on nous fait un plus bas. Donc c'était plutôt cohérent et plutôt logique qu'en fait on vienne me retracer toute cette partie-là du jeu. Pour retracer un petit peu ce qui s'est passé ici, je vous propose qu'on travaille la mitigation. Cette supply-là mitigated parfaitement ce mouvement, qui mitigated parfaitement ce mouvement, qui mitigated parfaitement ce mouvement ici même, d'accord. Là, cette très grosse chute du marché, je vous l'affiche à l'instant, c'est la NFP, qui a été un peu trop positive. Alors pourquoi justement l'euro a perdu beaucoup de valeur sur la NFP? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fed à l'heure actuelle, elle a des taux d'intérêt qui sont très hauts, et en fait quand on augmente beaucoup les taux d'intérêt, c'est surtout pour ralentir l'inflation. L'inflation, elle vient souvent, pas d'abus de marché parce que c'est pas vraiment le terme, mais finalement d'une économie qui a par exemple eu une croissance très importante, et on a un flot de monnaie beaucoup trop important sur le marché, qui risque à dévaluer la monnaie, augmenter les prix, etc. Et les deux mandats de la Fed, c'est de garantir le plein emploi et de ralentir l'inflation. Le problème, c'est que la NFP, elle est sortie trop positive, ok? Et pourquoi, justement, l'euro s'est royalement cassé la gueule par rapport au dollar? Parce que la NFP était trop positive. En fait, si l'économie, elle est trop résiliente, la Fed, elle a aucun intérêt à baisser les taux. Parce qu'elle part du principe que son niveau d'agressivité au niveau des taux est potentiellement là où il doit être pour que l'économie craque en première vis-à-vis de sa politique monétaire
restrictive. Enfin bref, c'est un peu compliqué à comprendre, et tout ça je l'explique sur Finology de manière beaucoup plus pédagogique, et surtout je prends beaucoup plus le temps, parce que là on est surtout là pour comprendre l'aspect technique de mes positions. Et donc, étant parfaitement au courant de la situation aux États-Unis, de la directive de la Fed, et surtout de l'économie américaine en règle générale, parce que l'analyse fondamentale est pour moi extrêmement importante, je décide de poser une vente directement sur cette supply, avec toutes les explications que je viens de te donner auparavant, vente évidemment que j'ai envoyée sur mon Discord privé, avant évidemment de finalement la sélectionner et surtout de me faire activer. Ce qui se passe, c'est que évidemment dans un premier temps je suis extrêmement profitable parce que la NFP est comme prévu dans mon sens et j'ai une position avec un risque reward particulièrement intéressante qui débute sa course à peu près 16,27 de RR. Cette première grosse position étant présentée, je vais pouvoir rentrer dans le détail de tous les petits ordres que tu peux voir là, et à la fin je te ferai un débrief de combien j'ai gagné, combien j'aurais pu gagner sur l'ensemble des actions que j'ai menées sur l'euro USD depuis la semaine dernière. J'ai pris un petit screen de mes positions pour pas oublier entre guillemets tout ce que je dois t'expliquer. Donc ici, comme tu le sais, on a finalement un respect de l'order flow qui doit avoir lieu, donc un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Il va de soi que, à mon sens, on doit corriger ici dans le bloc institutionnel haussier que tu peux voir ici pour éventuellement avoir une continuation de tendance. Je te mets aussi un screen devant toi comme quoi je l'ai bien envoyé à mes élèves avant de spéculer sur quoi que ce soit. Donc ici, quand on a eu une très grosse correction du marché, ma seule initiative c'était d'aller chercher finalement des plus hauts, d'accord, et de commencer à travailler une correction. Si je viens chercher le détail ici en 1 heure, tu vas voir à quel point mon initiative de vouloir travailler des corrections a été plus que très positive. Donc la première chose que j'observe, c'est que justement ici aux alentours de 19h, 20h, 21h, la journée se termine plutôt agressivement et le lendemain matin, quand je rallume les écrans, je me rends compte que en fait on a eu finalement une cassure de structure juste ici. Donc on a eu finalement un plus bas, un plus haut, un plus bas, d'accord, et on nous a pas fait un plus haut ici pour nous faire un plus bas là, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu ce genre de choses, on a vraiment eu un plus haut qui s'est créé juste ici. Donc à mon sens, la correction débute exactement à ce moment-là, et moi de mon côté, je cherche finalement un retracement pour éventuellement continuer tous ces niveaux-ci. C'est-à-dire qu'à mon sens, là désormais on a un plus haut juste ici, un plus bas juste ici, un plus haut juste ici, et donc je m'attends à ce qu'on fasse éventuellement un plus bas pour aller chercher par la suite un plus haut. Donc techniquement parlant, la première chose que j'observe avec beaucoup de précision, c'est ce gros niveau de liquidité qui nous est créé, et comme tu vois, le marché ici a été extrêmement agressif. Il faut que tu saches que la première position que je viens impliquer sur les marchés est prise évidemment très haute, mais je prends en considération que ici en fait j'ai cette demand qui est la demand originelle, d'accord, c'est-à-dire que c'est la dernière demand au niveau des structures, je te rappelle qu'on a un plus haut, un plus bas, un plus haut, et que je m'attends à un plus bas dans ces niveaux-ci. Mais ce qui se passe, c'est que dans toute cette partie-là du jeu, j'ai des rendez-vous, parce que comme tu le sais, je travaille pour des investisseurs privés, et que parfois ça m'arrive de faire des visioconférences de plusieurs heures sur des rendez-vous avec des très grosses banques. Je sais particulièrement que le marché doit retracer, j'ai parfaitement récupéré et repéré mon niveau de liquidité, et donc sur ce niveau-ci, le premier niveau que je repère, c'est cette récupération de liquidité, ni une ni deux, je décide finalement de prendre ma première position directement sur ce change of structure. D'accord, donc on a un premier change of structure, mais je sais pertinemment que en fait le dernier niveau sur lequel je dois couvrir mon stop loss se situe là. D'accord, c'est-à-dire que pour moi, la dernière demand qui peut être mitigated, le dernier niveau de structure se situe là. Si jamais, évidemment, je me fais, par exemple, sortir, ça veut tout simplement dire qu'en fait, on n'aura pas de retracement et c'est particulièrement OK. À noter que je suis rentré aussi en risque réduit. Tu verras que tous les détails que je te donne là sont très importants pour la conclusion chiffrée qu'on va réaliser, où je vais te révéler avec une entière transparence ce que j'aurais pu gagner et surtout la moins-value absolument énorme que j'ai pu faire sur cette semaine. Donc voici comment s'active la première position que tu peux voir exactement juste ici. Par la suite, je reviens derrière mes écrans un petit peu plus tard dans la journée, notamment sur les coups de 16-17 heures, et je repère qu'on vient parfaitement mitigated ma demand. Je décide désormais d'engager une deuxième position, sachant que cette position est prise en risque réduite, celle-ci l'est tout aussi, ce qui ici m'amène à avoir un risque plein, et je décide cette fois-ci de viser exactement la même chose à peu près ce niveau de bloc institutionnel haussier, mais plus précisément mon TP s'établit
directement sur cette supply, parce que tu le sais, comme on l'a vu juste avant, c'est de cette supply là que je vais aller chercher des plus bas, et donc ici l'objectif c'est vraiment d'aller chercher ces niveaux-ci. Tu vois bien qu'on vient parfaitement les atteindre. Cependant, ce qu'il faut que tu puisses comprendre, c'est que ce très gros niveau haussier n'est pas du tout issu d'un niveau technique plutôt entre guillemets intrinsèque au marché, naturel au marché. On a ici une très grosse annonce de Donald Trump que je t'affiche directement sur le montage, et ce qui se passe c'est qu'en fait techniquement parlant, tu le sais, moi ici je cherche des plus bas, et la première chose que je repère quand on a ce retracement là, c'est qu'à mon sens on a un niveau de liquidité juste là, d'accord. Pour moi on a des equal high qui sont juste ici, donc le fait qu'on ait ce très gros niveau de récupération de contrepartie, je me dis ok, en fait à tout moment ici le marché repart si jamais on a par exemple les Iraniens qui révoquent ce que Donald Trump peut dire. Donc ici, je décide de réduire mon take profit, ça signifie que je coupe la première position, non pas ici, mais sur les equal high, d'accord, et je coupe aussi cette position sur les equal high, ça signifie que ici je gagne 1 RR, et ici je gagne 2 RR, ce qui me vaut le fait de gagner quasiment 5500 $ sur la première position, c'est-à-dire celle-ci, ok, donc j'avais 5000 $ de stop loss, et ici 3752 $, ce qui nous fait un total à peu près 7-8000 $. Donc la des positions s'arrête exactement juste là. Par la suite, on a évidemment une très belle continuation de marché. Donc là, je décide de clôturer mes positions, c'est très bien. Il est 19h, 20h, 21h. Je peux aller dormir l'esprit tranquille, et je me réveille entre guillemets le lendemain en observant notamment le fait que le marché en est à peu près ici, d'accord, 8h, 9h, on en est à peu près là. Dans ma tête, je sais qu'on doit venir récupérer ce niveau de liquidité, d'accord, pour éventuellement aller chercher des plus hauts. Donc tu vois que d'un point de vue du contexte économique, j'étais obligé de sécuriser mes bénéfices ici, parce que à tout moment dans la nuit, on a une énième déclaration qui m'inverse totalement la tendance de mes trades et qui aurait pu totalement foutre en l'air l'entièreté du travail qui a été réalisé. Donc mon objectif est d'aller chercher ce niveau-là. Et donc on arrive directement sur les deux autres positions que tu pourras retrouver juste ici. Donc si je mets en 15 minutes, je pense que c'est l'unité de temps valable pour pouvoir analyser tout ça. Il me semble que je prends un premier stop loss juste ici, ok, donc à peu près de 1000 €, je crois, ou je suis en dollars, donc ça va être à peu près de 2500 $, c'est ça exactement. Un premier stop loss que je prends dans cet order block ici, c'est-à-dire qu'on avait la session asiatique juste là. On avait un très bel order block dans lequel j'ai voulu trader. Et j'ai directement acheté sur ce choche. Bon voilà, ça n'a pas été une très bonne idée de ma part, je serai plus rentré dans les détails au moment où je vous en parle. Ce qui compte surtout c'est la position d'après, d'accord, celle où malheureusement on se fait break-even dans la nuit avant que le marché parte parfaitement. Et en fait ce qui se passe ici c'est que je me prends pas forcément trop la tête, c'est-à-dire que j'observe finalement cet order block dans lequel je rentre sans trop de problèmes, parce que mon seul comment je peux dire ça, mon seul intérêt est d'aller chercher la continuation beaucoup plus haut, et surtout de venir récupérer les niveaux de liquidité qu'on va encore une fois créer juste ici. Donc encore une fois l'objectif est d'aller chercher tout simplement la supply tout en haut. Cependant, en fait, on a une très belle réaction du prix dans un premier temps, puis un retracement dans cet order block. Donc d'un point de vue de mon trail stop, ici difficile de le manager parce que j'estime qu'on m'a pas récupéré non plus cet equal. À noter que là, je privilégie l'entrée en risky et pas en confirmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'habitude, en fait, ce que je fais, c'est que je viens chercher des confirmations. Là, je me suis pas embêté. Pareil, j'avais une très grosse journée le vendredi, beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à faire, beaucoup de rendez-vous le matin. Je suis rentré directement sur cette demand, et si j'avais dû attendre des confirmations, j'aurais attendu qu'on me récupère ça avant d'aller chercher des plus hauts. Bon, malheureusement, ce qui se passe, c'est que techniquement parlant, ici même, on a un marché qui vient tout simplement nous activer, donc ça se passe plutôt pas trop mal, et je me fais trail stop juste ici. Je crois que c'est exactement de cette manière-là que ça se passe, si je dis pas de bêtises. Donc en effet, ici, en fait, j'ai ma position qui est là, d'accord, elle est pas ici. En fait, j'ai cet equal là qui m'embête, mais surtout, je mets tout de suite mon stop loss en dessous des niveaux d'equal, parce que à tout moment, en fait, voyons, on crée un gros niveau de liquidité. Juste ici, je me dis, ok, en fait, on peut, par exemple, ici directement m'activer, récupérer cette liquidité pour repartir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a encore une fois beaucoup d'annonces qui peuvent intervenir. Et le vendredi, ok, je décide de
trail ma position au break-even, c'est-à-dire juste là, avant la fin de la semaine. Et le week-end, qu'est-ce qu'on a? L'annonce d'accord entre les Américains et nos chers Iraniens qui vient propulser l'euro à la hausse. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'euro, il est inversement corrélé au pétrole. Et dès que finalement Donald Trump dit qu'il va y avoir un accord entre ces deux pays, la valeur du pétrole, elle chute parce que sa facilité d'acheminement devrait être plutôt, on va dire, sauvegardée et beaucoup plus simple si le détroit d'Ormuz est par exemple, évidemment, réouvert. D'accord? Donc là, on a une position qui malheureusement nous break-even et qui va au TP. Voilà, entre guillemets, la troisième position. Quatrième position, on y arrive. Hop, on va retirer un petit peu tout ça, on va se mettre directement en H4 et on va prendre le bloc. Vous voyez bien, ici en fait j'ai mon prix d'entrée qui est très proche finalement de notre cher bloc. Pourquoi? Parce que la quatrième position se situe sur la supply qui se situe juste là avec un SL au-dessus finalement du dernier plus haut, juste ici. Et n'oubliez pas, ok, dans tout ce très gros schéma, que j'ai toujours cette position qui tourne, ok? Je suis pas à break-even, je sais très bien qu'on doit aller chercher des plus bas. Malheureusement, cette position, en fait, je l'ai fermée assez rapidement, mais vous allez voir qu'on s'est particulièrement bien rattrapé derrière, parce que, à mon sens, donc on part très bien dans un premier temps, puis je me dis, mais en fait, c'est tout à fait logique et cohérent qu'on vienne récupérer cette liquidité-là, pour aller, pourquoi pas, en fait, après, par la suite, chercher une entrée plus précise avec un risk-reward, évidemment, éventuellement, peut-être plus précis. Donc c'est une position que je sors très rapidement, pas grand-chose à apprendre là-dessus. Ce que je repère, c'est ce niveau de liquidité. J'attends qu'on vienne retravailler au-dessus pour pourquoi pas aller chercher des plus bas. Et donc là, mon seul et unique objectif, ok, à l'intérieur de ce jeu-là, c'est désormais de venir travailler les niveaux de liquidité. Et comme vous le voyez, juste ici, on va avoir une très belle correction à l'intérieur de cette dizaine-là, qui va être une dizaine d'1 heure, c'est ça, ou 2 heures, bref, peu importe. Une très belle correction qui va, boum, prendre place juste ici. Hop, on va faire avancer le marché un peu plus rapidement. Je pense que ce sera préférable pour vous. Tac, on va revenir juste là. Et je décide finalement de venir trader à l'achat. Donc là, attention, on est sur du full scalping, hein, c'est important de le noter. Je décide de trader à l'achat toute cette partie-là du jeu pour tout simplement voilà, aller récupérer le niveau de liquidité qui se situe beaucoup plus haut. Alors, je décide d'acheter ici. Ça peut paraître fou, mais je peux vous dire que il y a une énorme corrélation à tout ça parce que le dollar était en train de magnifiquement distribuer. Je vous affiche ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, ici, on est dans une très belle supply au niveau du dollar. On a une très belle distribution qui prend place, ce qui vient totalement motiver le fait pour moi de venir trader à l'achat ce niveau-là sur l'euro USD et d'éventuellement venir récupérer ce niveau de liquidité, position qui est quand même particulièrement lente parce que je viens me faire trail stop à peu près dans ces niveaux-là. Par la suite, on continue. On peut voir que ici, je prends un premier stop loss, d'accord? Donc on se fait à peu près, vous voyez ce que je vous disais. Donc là, je prends déjà 50% de la position, ok, parce qu'on est quasiment à mon TP, et je prends un trail stop à peu près juste ici. Alors, faut-il que je le replace exactement au bon endroit? Ouais, c'est ça exactement. En fait, on avait le marché qui avait décidé de reprendre des niveaux. Ouais, non, je me fais trail stop exactement là, donc c'est super. On sort en positif hein, sur cette très jolie position. Puis après, là, je repère qu'on me récupère un beau niveau de liquidité, ok, toujours dans une perspective d'aller chercher des plus hauts. Faut quand même noter que les pertes que j'encaisse sur les deux trades par la suite, donc le moins 1000 et le moins 1000, c'est vraiment du très petit risque hein, pour moi. C'est l'équivalent de 0,20, 0,15% de risque suivant la taille des capitaux sur lesquels je peux spéculer. Donc ici on prend, il me semble, un premier SL, je crois, peu importe, on va prendre un premier SL juste ici, et je crois qu'on prend un deuxième SL par la suite, je sais plus exactement où, bref, peu importe, et après, vous connaissez la suite, on a tout ce qui peut concerner la NFP. Donc vous voyez à quel point, justement, j'ai réussi à parfaitement trader toute cette très grosse correction. Je suis entièrement rentable. Désormais, on va aller sur les deux autres positions et par la suite, on ira faire l'étude des datas. Voilà, c'est ce que je vous disais justement sur ces deux positions où j'ai pris des stop loss. On perd à peu près 2000$, ce qui n'est pas forcément trop grave quand vous allez voir justement la suite. Il faut comprendre qu'en trading, c'est très important. C'est à la fois la bonne familiarité entre la gestion de votre risque, la taille de vos capitaux et surtout la manière dont vous allez considérer certaines des positions. Par exemple, ici, ça c'était pas du tout des positions que je considérais de manière très importante. C'est pour ça que le risque
risque que j'ai sélectionné est particulièrement réduit. Par la suite, en fait, on se retrouve avec finalement ces deux très très gros ordres qui sont encore actuellement en cours. Donc cette position que je vous ai expliqué tout à l'heure avec toute l'analyse et toute la trame que je vous ai donnée, et cette deuxième très grosse position qui est actuellement encore en cours et qui se situe plutôt pas trop mal avec les gains qu'on a évidemment déjà retirés dessus. Donc ce qu'il faut pouvoir comprendre et saisir juste là, c'est que je savais très bien que monsieur Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale des États-Unis, était particulièrement hawkish, et dans tous les cas, avec tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, l'inflation et autres, il ne pouvait annoncer qu'une seule chose, des choses négatives. C'est-à-dire, on va pas baisser les taux, on est conscient que l'inflation allait augmenter avec le prix de l'énergie par rapport à la guerre en Iran, on va garder les taux hauts pendant longtemps, et surtout on risque même d'augmenter les taux de la même manière que a pu le faire notre cher BCE en Europe. Et ça vient impliquer quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le carry trade. Le carry trade, c'est quelque chose de très facile à comprendre, et en fait ça correspond au niveau des taux d'intérêt des banques centrales. Par exemple, on voit que la BCE elle a 2,40 de taux et que la Fed elle est à 3,75. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on les soustrait, on fait 3,75 moins 2,40, on a 1,35 en faveur du dollar. Ça veut dire que le dollar est plus rémunérateur à 3,75% par exemple par an que 2,40% par an. Ça, je pense que ça fait beaucoup de sens pour tout le monde. Donc concrètement, un investisseur international qui, on va dire, continue d'être mieux rémunéré en détenant des actifs en dollars qu'en euros n'a absolument aucun intérêt à détenir des euros. Donc si on a plus de rendement du côté du dollar, on a plus de demande du côté du dollar, et donc on a plus de demande et de rendement du côté du dollar, et donc une pression naturelle sur l'euro USD. Donc on arrive justement dans une zone technique où entre guillemets c'est très important d'observer le fait que le marché va devoir répondre à la question très simple: est-ce que les fondamentaux justifient vraiment que l'euro USD soit durablement par exemple au-dessus de 1,16, et tout ça en faveur du billet vert. C'est pour ça que dès que la Fed a annoncé finalement être très dur au niveau des taux, voire même les augmenter, ça augmente la rémunérabilité du dollar pour une rémunérabilité de l'euro qui pour le moment reste totalement plate. Par exemple, si on passe non pas à un spread de 1,35 mais à un spread de 1,50, à l'échelle du marché monétaire, c'est absolument gigantesque. Et la dernière fois qu'on a connu ça, c'était en 2022. Par exemple, la Fed, vous voyez, elle a commencé à augmenter ses taux avant la BCE, c'est-à-dire ici sur la ligne bleue, et la BCE a été particulièrement en retard sur sa hausse de taux, notamment évidemment à cause de Christine Lagarde qui expliquait que l'inflation était transitoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, la première hausse de taux de la Fed est ici, et la première hausse de taux de la BCE est à peu près dans ces niveaux-là. Et qu'est-ce qu'on voit entre les deux? Un euro USD qui se casse gravement la gueule. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, d'emprunter en euros et directement d'investir en dollars, ce qui paraît beaucoup plus cohérent en termes de rendement. Donc on a mécaniquement parlant une pression baissière sur le marché. C'est pour ça que même si justement j'avais un niveau de liquidité qui pouvait se situer ici, j'ai pris la décision de vendre finalement d'un point de vue des structures internes à ce niveau-là, l'euro USD. Donc vous voyez, souvenez-vous, on avait notre correction avec le plus haut, le plus bas, 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 et une sorte de repli haut qui se fait à peu près ici. Le choc dans cette structure était ici, j'ai décidé de placer une vente avec un stop loss extrêmement contrôlé, au-dessus du dernier equal juste là, parce que ça aussi c'est des choses dont je parle dans mes écoles, mais on peut souvent venir recapitaliser sur les anciennes annonces pour évidemment continuer la trajectoire logique de l'histoire de l'économie, la NFP qui paie pas à la Fed, et la Fed qui confirme finalement ce mouvement-là, et donc on aurait très bien pu me récupérer ça pour aller chercher des plus bas. Enfin bref, ce n'est pas un scénario qui n'a pris place, donc on va pas en parler, mais en tout cas vous voyez bien qu'on est dans le bon sens. Et je vous expliquais pourquoi, à mon sens, ça n'a pas du tout été une bonne semaine d'un point de vue du chiffre d'affaires que j'ai pu réaliser. Si on calcule le résultat net de l'euro USD entre ma session du jeudi dernier à ce jeudi, on comprend qu'on a fait à peu près 15 590,50 $ de chiffre d'affaires. On a beaucoup plus acheté que vendu, tout du moins sur la première partie du jeu, parce qu'évidemment les stop loss sont plus petits, c'est pour ça qu'on a plus de lots. On a fait 10 trades, on a fait 7 gagnants, 3 perdants, 70% de réussite, donc on est à peu près, entre guillemets, dans les statistiques que je peux avoir en règle générale, c'est-à-dire à peu près 70-80% de win rate. On est à plus 2862 $ de gain moyen. Les pertes moyennes s'établissent à peu près à 1500 $ pour un profit factor d'à peu près 4,5. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est ça, c'est la réalité des données. En fait, si on prend du recul, vous voyez par exemple le premier trade, donc je l'ai acheté, ok, à 7,90, on a fait 3752 $ de profit. Comme vous le savez, c'est le premier trade où justement on a l'annonce de Donald Trump, et donc on fait à peu près, et c'est là où je cut sur les equals, mais si j'avais été chercher OTP, on aurait fait
fait plus 3000, à peu près 3000 euros, 3000 $, de profit supplémentaire. J'ai recalibré mon TP suivant le contexte évidemment très explosif qu'on a pu avoir. Le deuxième achat, donc avec le plus gros stop loss, pareil, 5000 € non encaissés parce que je fais une clôture manuelle sur le niveau de liquidité, exactement de la même manière. C'est-à-dire que rien que là, j'ai 8000 € de moins-value. Sur l'autre côté, sur l'autre trade, voilà, rien à ajouter, on a pris moins 2400 $. Là, on prend le break-even. Donc, souvenez-vous, on prend le break-even le vendredi soir, juste avant que Donald Trump annonce l'accord entre l'Iran et les États-Unis, comme quoi le mémorandum est signé. On a à peu près 6000 $ finalement de loupé, ok, et pas parce que j'ai été mauvais, parce que professionnellement parlant, j'ai décidé d'être très conservateur, sorti à break-even prix d'entrée. Et après, vous avez toutes les positions où j'ai pas grand-chose finalement à rajouter. Heureusement que les très gros sels ici ont été très profitables avec plus 6000 $ et plus 3322 $. Ça veut dire que en fait, les gains pertes euro-USD encaissés et visibles, on est à peu près à 15 000 $, mais en réalité, on a un manque à gagner quasiment de la valeur de ce qu'on a gagné, donc de 14 625 $, avec des SL évités et des risques évités mentionnés à peu près à 2500 $. Donc voilà pourquoi je me donne que la moyenne. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai été bon ou mauvais, mais en réalité, j'aurais dû faire plus de 30 000 $ de profit en l'espace des séances que je vous ai montrées, si tout avait été 100% optimal. Alors après, attention, on ne peut jamais prendre 100% de réussite, on va prendre même 80% de réussite, on doit sortir à peu près entre 20 et 25 000 $ de profit. Donc, pourquoi justement je mets seulement 5,5 sur 10 sur cette séquence? J'ai laissé trop d'argent sur la table, plusieurs sorties ont été réalisées avant l'atteinte des objectifs initiaux, ce qui représente environ 14 625 € pour ma part de potentiel non encaissé. J'ai été comprimé aussi par le contexte de marché, des annonces à droite, des annonces à gauche, une overweek, un marché qui bouge pas beaucoup, on a la NFP, donc juste avant pour le premier trade, après on a la Fed en plein milieu de la semaine avec la première réunion de Kevin Warsh. C'est logique que en fait je sois comprimé par les instances macroéconomiques qui peuvent dicter entre guillemets la semaine. Les ajustements de TP et certaines coutures manuelles ont été davantage guidés par la prudence que par le plan de trading initial. Mon exécution a été meilleure que ma gestion de position. Les points d'entrée étaient globalement tous quasiment bons, quand même 70% de réussite, faut pas l'oublier. Le résultat est bon, mais pas l'efficience. Encaisser plus de 15 000 $ est positif, mais au regard de la qualité des entrées et du mouvement finalement réalisé par le marché, le ratio entre le potentiel et le gain est effectivement capturé, reste perfectible, mais encore une fois perfectible d'un point de vue, si vous voulez, des choses que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire finalement les instances macroéconomiques. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai vraiment été le plus transparent possible sur l'entièreté de la séance weekly que j'ai pu réaliser sur l'euro-USD. Je suis quand même fier de moi, malgré tout, c'est très important de le comprendre, on est en positif, on a une gestion de risque qui a été absolument magnifique. Je vais évidemment beaucoup plus dans le détail dans mes écoles, comme la vidéo précédente, j'offre 3 séances de coaching aux personnes qui rejoindront le Discord public. Contactez-moi en privé, ce sera avec grand plaisir de discuter avec vous sans absolument aucun tabou de votre trading, même des questions fondamentales que vous pouvez avoir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les inscrire directement dans l'espace commentaires, des suggestions ou tout simplement des critiques. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir m'améliorer au fur et à mesure du temps. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et on se retrouve dans un prochain contenu. Ciao ciao.